Alors, qu'est-ce que c'est qu'un trou noir? Alors, c'est une prédiction en fait incontournable de toute théorie de la gravitation qui tienne la route. Alors, par exemple, vous prenez une grande masse de matière et d'énergie, vous la compactez dans un volume très petit, eh bien, toutes les théories de la gravitation prédisent que cette masse va s'effondrer sur elle-même et va former une structure extrêmement particulière avec un champ de gravité tellement fort que rien ne peut sortir, même pas la lumière, et on appelle ça donc un trou noir. Et c'est certainement l'objet le plus fascinant de l'astrophysique parce que beaucoup de questions ne sont encore non résolues avec les trous noirs. Qu'est-ce qui se passe autour et surtout qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir. Alors justement, par la définition même d'un trou noir, la surface d'un trou noir, c'est une surface d'abord immatérielle, ce n'est pas une surface solide, hein, comme la surface d'une étoile ou d'une planète, et on l'appelle Event Horizon, horizon des événements, pour dire que, vu de l'extérieur, il y a un horizon qui bouche la vue, c'est-à-dire tous les événements qui se passent dans le trou noir sont inaccessibles. En revanche, on peut donc y entrer, éventuellement sans problème, si on choisit un trou noir suffisamment gros, on peut rentrer dans le trou noir, pénétrer l'horizon des événements. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe? Comme il n'y a pas d'information qui peut sortir, on ne peut y envoyer que nos équations pour l'instant. Les équations sont imparfaites. Mais elles prédisent deux choses possibles. La première chose, c'est que tout est écrasé au fond du trou noir, dans ce qu'on appelle une singularité, c'est-à-dire un point de densité infinie. C'est vraisemblablement non physique, c'est l'imperfection de la théorie. Et d'autres modèles mathématiques suggèrent qu'il pourrait y avoir en fait une sorte de tunnel d'espace-temps au fond du trou noir, qu'on appelle un trou de verre, en anglais wormhole, qui ressortirait du trou noir ailleurs dans l'espace et le temps, voire même dans certaines théories en construction, dans d'autres univers. Et donc, ces trous de verre seraient en quelque sorte des raccourcis pour voyager dans l'espace et dans le temps. Et donc, évidemment, même si pour l'instant ce ne sont que des solutions mathématiques qui existent sur le papier, on ne sait pas si l'univers produit réellement des trous de verre, on sait qu'il fabrique des trous noirs, on les observe, mais les trous de verre, on ne sait pas. C'est le rêve quand même de la science-fiction, c'est-à-dire le voyage dans les contrées lointaines de l'univers, le voyage interstellaire par exemple, est quasiment impossible si ce genre de structure n'existe pas, puisque les distances qui nous séparent des astres lointains sont considérables. Et donc c'est pour ça que cette idée de trou de verre a été largement exploitée dans la science-fiction et notamment dans le film Interstellar. Alors j'ai passé 2-3 décennies de travaux de recherche spécifiquement sur la façon dont on peut mettre en évidence indirectement l'existence des trous noirs, puisque par construction le trou noir est invisible, on ne le voit pas, mais s'il est entouré de matière, ça peut être du gaz qui tourne autour, ça peut être des étoiles qui tournent autour de trous noirs géants, et j'ai réfléchi sur tous les moyens finalement que l'on pourrait utiliser pour mettre en évidence leur existence, leur signature indirecte d'un trou noir à travers le comportement de la matière qui tombe. Alors mon tout premier travail, il y a tout juste 40 ans, ça avait été de simuler l'aspect d'un trou noir entouré d'un disque de gaz mince. Bien, on attend pour cette année la confirmation télescopique de cette image virtuelle que j'avais calculée. Et puis un petit peu après, dans les années 80, effectivement, je me suis intéressé au sort d'étoiles entières qui frôlent des trous noirs géants, comme on sait qu'il y en a au centre de toutes les galaxies, et de la façon dont l'étoile est carrément brisée par des forces gravitationnelles gigantesques. Et j'avais calculé que les étoiles étaient aplaties en quelques heures dans le plan de leur orbite. J'avais appelé ça une crêpe. Une crêpe gazeuse, évidemment, hein, pas très comestible, et à force d'être aplatie, la crêpe gazeuse finissait par rebondir et exploser en produisant une grande flambée de rayonnement. J'avais appelé ça les crêpes stellaires flambées, dans une toute série d'articles astronomiques et pas gastronomiques tout de même. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette prédiction théorique a été confirmée quelques années plus tard, et aujourd'hui, les grands télescopes observent chaque semaine des crêpes stellaires flambées qui sautent un petit peu partout dans l'univers. Alors les ondes gravitationnelles sont aussi, au même titre que les trous noirs, une prédiction incontournable de la théorie d'Einstein, espace-temps courbe, c'est-à-dire dans la théorie non seulement de concentration de masse et d'énergie déforme et courbe l'espace et le temps, mais quand ces masses bougent, se déplacent,
Par exemple, quand un trou noir se forme parce qu'une étoile s'effondre sur elle-même, ou quand vous avez un couple de trous noirs en rotation l'un autour de l'autre, l'espace-temps lui-même est agité d'une certaine manière, comme si vous agitez un bâton à la surface d'un étang, et vous avez des ondes qui sortent. Sauf évidemment que là, ce sont des ondes dites de gravitation, c'est-à-dire des variations infinitésimales de la courbure de l'espace qui se propage vers l'extérieur à la vitesse de la lumière. Et donc, en fait, c'est un moyen très puissant, théoriquement en tout cas, pour observer des phénomènes dans lesquels il n'y a pas de lumière. Donc justement l'environnement immédiat des trous noirs. Et simplement, le défi technologique est extraordinairement complexe parce que l'amplitude de ces ondes est infinitésimale. Et le défi a été relevé et réussi. Et c'est en 2015, c'est exactement 100 ans après la prédiction d'Einstein, que pour la première fois, les ondes gravitationnelles ont été détectées par plusieurs détecteurs qui étaient installés aux États-Unis. Maintenant, il y en a un qui est en Europe, qui forme tout un réseau. Et on a assisté, pendant une fraction de seconde, au passage de l'onde gravitationnelle, à la fusion de deux trous noirs qui tournaient l'un autour de l'autre et qui ont formé un trou noir unique. Sauf que le phénomène s'était passé il y a 1,3 milliard d'années et on a reçu le signal juste au mois de septembre 2015 et ça a duré une fraction de seconde. Et aujourd'hui, on a avec ça une nouvelle astronomie qu'on appelle l'astronomie gravitationnelle, où en améliorant les détecteurs, on va avoir un moyen réellement pour sonder des régions de l'espace et du temps, c'est-à-dire l'environnement immédiat des trous noirs, ce qui a pu se passer au moment du Big Bang, où il y a eu également beaucoup d'ondes gravitationnelles. Ce sont des phénomènes qui n'émettent pas de lumière, et donc la seule information que l'on peut avoir, ce sont les ondes gravitationnelles. Et donc c'est un immense espoir pour l'astrophysique et l'astronomie du XXIe siècle.